Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui en podcast, je reçois pour vous Médard Ponceno, juriste, doctorant en droit, il est béninois. Et bonsoir Monsieur Ponceno. Bonsoir Madame Lo. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous êtes mon invité, nous allons parler du ticket présidentiel et de l'encadrement juridique qui en est fait. Ça s'appelle? Tout à fait. Alors, quelle est la portée juridique et politique selon vous de la loi sur le ticket présidentiel dans le contexte béninois actuel? Merci Madame Mouya. D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour qu'on puisse aborder une question d'intérêt national. Oui, alors, quand on parle du ticket présidentiel, je pense que vous parlez de l'article 41 de la loi portant aux zones de la Constitution, qui a quand même créé un poste de vice-président. Oui. Et celui-ci est élu dans les mêmes conditions que le président. Alors, avant de voir quelle est la portée politique et juridique de ce ticket, il faut d'abord rappeler les contextes dans lesquels cette réforme a été opérée. Il faut dire que nous sommes partis d'un constat où le Bénin faisait face à l'organisation des élections chaque année. Si vous voyez bien, en 2019, il y avait des élections législatives, en 2020, communales, en 2021, élections présidentielles. Vous voyez donc, chaque année pratiquement, on a des élections. Et c'est pour cela que le gouvernement a pensé quand même à cette mesure de ce qu'on appelle élection générale. Et c'est la notion ou bien l'idée d'aligner les élections qui a poussé le gouvernement à la création de ce poste. Alors le poste de vice-président, sa portée politique, ce qui permet à ce que le régime démocratiquement choisi par les citoyens puisse retrouver la stabilité. Quand je parle de stabilité, le poste est créé pour qu'en cas d'invalidité, du décès, en cas d'émission du président de la République, le vice-président puisse continuer à exercer ce mandat pour lequel ils sont élus jusqu'à l'expiration de ce mandat. Ce qui permet donc à ce qu'on ne fasse pas recours à une nouvelle organisation des élections avant de finir le mandat pour lequel le mandat entamé. Donc quand on parle de portée, c'est bien entendu pour respecter la stabilité et la régularité de la durée des élections pour que le mécanisme d'élection générale ne fasse pas défaut en coup de chemin. Que dites-vous du silence de l'article 42? Est-il juridiquement logique de réaliser qu'il est possible d'entrevoir qu'un ancien président en occupe la fonction? Je pense que la réponse à cette préoccupation se trouve dans les dispositions de l'article 44, qui a quand même officié les conditions dans lesquelles les conditions qu'on peut remplir pour être candidat à poste de président ou au poste de vice-président. Comme je viens de le dire, l'idée c'est de permettre que le vice-président puisse achever en cas de besoin le mandat pour lequel le président de la République est élu, en même temps que le vice-président. Alors il faut que le président de la République et le vice-président remplissent les mêmes conditions. Alors si le président de la République en cours d'exercice ne remplit plus les conditions pour être à nouveau candidat à l'élection présidentielle, il ne peut donc pas être candidat au poste de vice-président, parce qu'en cas d'invalidité du président, c'est lui qui prend, et bien entendu, le pouvoir. Et donc, il faudrait que ce soit le vice-président, que ce soit le président de la République, les deux remplissent les mêmes conditions. Donc, quand on prend le vice-président, si c'est quelqu'un qui a été déjà élu 2 fois président de la République, il ne peut plus être vice-président, parce que quand le président élu sera démis ou décédé, c'est lui qui prend le pouvoir. Ce qui va faire qu'on va se retrouver dans une violation de l'article qui a été quand même clair que nous ne pouvons plus les 2 mandats de sa vie. Donc, le vice-président, le poste de vice-président est fait pour assurer en quelque sorte la continuité du poste du président. Et par conséquent, les mêmes conditions qui sont imposées à celui qui va être président de la République sont imposées également à celui qui va être vice-président de la République. Donc, ce silence n'est pas un vice caché? Non, je ne vois pas ça comme un vice parce que, en fixant les conditions d'éligibilité, la loi n'a pas fait de distinction entre le vice-président et le président. La loi dit, pour être candidat au poste du président de la République ou vice-président, il faut être. Vous voyez, et afficher les conditions. Donc, les mêmes conditions s'appliquent aux deux. Voilà, lorsqu'on lit l'article 42 nouveau, l'article 42 nouveau dit exactement ceci: le président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Mais puisque le préalable au niveau de l'article 41 avait évoqué la présence du président de la République et du vice-président de la République, et curieusement, au niveau de l'article 42, on ne parle que du président de la République. Et lorsqu'on adosse ça au vice politique, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que, habilement manœuvré, un ancien président peut devenir vice-président? Je pense qu'il faut faire une lecture complète des dispositions. Là, si on fait une lecture isolée, on peut penser ce que vous pensez. Mais il faut d'abord souligner que celui qui est président de la République, si celui-ci n'a pas encore fait 2 mandats présidentiels, il peut, après le premier mandat du président de la République, être candidat au vice-président. Ce n'est pas interdit. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si celui qui est président de la République a été déjà élu 2 fois président de la République, en principe, il ne peut plus être candidat au poste de vice-président parce qu'il ne remplit plus les conditions pour être président de la République. Alors que le poste de vice-président, c'est fait pour qu'en cas de besoin, il puisse devenir président de la République. Et j'ai une petite question, oui. Tout de suite, puisque nous tournons cette émission ou nous tournons ce podcast à une heure où ça parle de Nouvelle République, est-ce que vous pensez que si éventuellement il était établi une Nouvelle République, un ancien président peut se retrouver au poste de vice-président? Tout à fait. Là, nous allons carrément sur notre terrain. Si il arrivait que le Bénin se retrouve dans une Nouvelle République, ça voudrait dire que le compteur est remis à 0. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et donc, un ancien président peut être bien entendu candidat. Mais dans notre contexte actuel, je pense que l'important de la Constitution a été quand même très clair sur la question. Et, vers les dispositions finales. La politique est un champ de possibilités. Et du coup, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une Nouvelle République. La Constitution l'a clairement dit. Mais on pourrait demain se retrouver dans une Nouvelle République si des dispositions clés de la loi fondamentale sont touchées. Tout à fait. Si la loi fondamentale passe encore devant la représentation nationale et les députés qui nous représentent, bien entendu, fassent de cette constitution une révision et qui donne naissance à une nouvelle République, ça voudrait dire que cette disposition-là ne peut plus être appliquée à l'État. Mais à l'étape actuelle du droit béninois, du droit constitutionnel béninois, je pense que la préoccupation, elle a été quand même très bien prise en charge dans la Constitution, et cela ne devrait pas faire, ne devrait pas constituer une source d'inquiétude normalement. Alors, l'autre aspect de nos échanges va porter sur la pertinence finalement de la fonction de vice-président. Quelle est la pertinence du poste si la fonction est juste une symbolique et non un poste de pouvoir? La préoccupation cette préoccupation se trouve dans les dispositions de l'article 50, qui dit quand même qu'en cas de vacances de la présidente de la République, eh bien, par décès, par démission ou empêché définitif, que l'Assemblée nationale peut statuer et que le vice-président de la République peut quand même, pour le reste du mandat pour lequel ils sont élus, achever le mandat. Donc ça, c'est quand on parle d'attribut, le premier rôle fondamental du vice-président, c'est ça. Mais monsieur Poncénon, combien de présidents meurent en étant en exercice? Il y en a très peu. Donc du coup, lorsqu'on adosse la constitution béninoise à d'autres constitutions, on voit bien que le poste de vice-président est un poste de pouvoir. Pourquoi au Bénin, on fait l'option d'un vice-président juste pour la forme? Je ne pense pas que ce soit un vice-président qui est fait juste pour la forme, parce que l'article 44-1 de la nouvelle constitution a quand même précisé que le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement, mais qui représente le président de la République à sa demande, et que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en plus de ça, j'ai parlé du fait qu'il achève le mandat qu'on a... Le vice-président ne participe même pas au Conseil des ministres. Non, attendez, on va y revenir. Okay. Si je prends, je dis, il achève en cas de besoin le mandat pour lequel le ticket est élu, en cas d'invalidité du président de la République. À cela s'ajoute le fait qu'il représente le président de la République
à l'intérieur comme à l'extérieur du Tout pays. le monde peut représenter Et le président de la République à l'extérieur en ou à plus de l'intérieur. ça, Oui. la loi précise quand même qu'il est le grand chancelier de l'ordre national. Mais Vous voyez, quand on dit que ce n'est pas un poste de pouvoir, c'est parce que peut-être qu'on ne voit pas la pertinence du fait qu'il faut trouver une mesure pour qu'en cas d'invalidité du président de la République élu, qu'on ne fasse pas forcément une nouvelle élection, le fait pour que les mandats ne soient pas en harmonie avec... Mais M. Poncénon, pourquoi on garde aux frais du contribuable quelqu'un qui, a priori, ne se verra jamais entrer dans ces conditions-là, sauf malheur de destinée pour le président. Parce qu'un président qui meurt en exercice, ça arrive très peu. Un président invalide, à moins qu'il est complètement vieux, je ne sais pas si vous voyez le... Vous savez, oui. La maladie n'est pas souhaitée, mais elle ne prévient pas. Rien ne prouve que dans les temps à venir, le Bénin ne peut quand même pas avoir de président qui soit invalide avant la fin de son mandat. Et on ne va pas attendre que la situation se présente pour y penser. Mais pourquoi non, attendez. Vous ne répondez pas à ma question en ce sens que les dispositions antérieures avaient prévu que, en cas d'invalidité, ou le président de l'Assemblée assure l'intérim, je crois. C'est bizarre. La différence entre ce qui est proposé ici et ce qui était prévu dans l'ancien système, c'est que quand le président national prend le pouvoir, c'est dans un délai donné on va réorganiser une élection présidentielle. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en cas d'invalidité, le président national prend le pouvoir, mais dans un délai de 3 mois, je pense, doit organiser une nouvelle élection présidentielle. Et vous voyez, donc, si nous sommes dans le système des élections, mais si ce n'était que pour ça, si ce n'était que pour ça, j'insiste, si ce n'était que pour ça, pourquoi on n'a pas réfléchi à étendre juste le pouvoir du président de l'Assemblée nationale, qui a été élu également? Donc, étendre son pouvoir et dire que lorsqu'il y a invalidité du président de la République, le président de l'Assemblée rentre dans ce rôle et conduit le reste du mandat. Pourquoi on n'élargit pas juste et on crée un nouveau président? Madame, je pense que si on le faisait comme ça, on n'a pas respecté le choix de la population, parce que la population a élu un député pour une circonscription donnée. Vous voyez, le président est élu au plan national, alors que le député est élu dans une circonscription donnée. C'est vrai qu'on les appelle la représentation nationale. Nous savons tous que si je prends les députés de Cotonou, ce sont les populations de Cotonou qui ont voté et qui les ont envoyés là-bas. Mais vous oubliez que les députés par circonscription ou par localité sont membres là-bas et que c'est ensemble qu'ils désignent le président. Justement. Et vous avez dit tout à l'heure que les députés représentent la nation. La nation, justement. Les députés et le président ne sont pas élus dans les mêmes conditions. Vous voyez, les conditions d'éligibilité ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas prétendre, parce qu'on est élu député, et donc on peut prétendre assurer l'intérim du chef de l'État, donc par exemple qui est élu au suffrage direct universel pour finir son mandat. Et donc, c'était le fait qu'on autorise le président de prendre le pouvoir en attendant de regarder les élections, c'était une mesure, comme on le dit, provisoire, une mesure conservatoire pour que le poste du président ne soit pas vacant pour qu'on organise les élections. Alors, moi, je pense quand même que quand les gens pensent que le poste du président, tel que c'est pensé actuellement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est que les gens ne mesurent pas quelle est la portée quand on dit il représente le chef de l'État. Vous savez que dans ce passé récent, le chef d'État voyageait quand même beaucoup. Regardez bien le chef de l'État que nous avons actuellement, je veux parler du président Talon. Vous verrez que pour des réunions, des sommets d'un peu partout, il n'est presque pas présent. C'est souvent la vice-présidente qui le représente et lui, il a le temps de s'occuper de la politique nationale. Vous savez, quand un chef d'État se déplace et va assister à une réunion pendant 2, 3 jours, 4 jours, des conseils des ministres ont été reportés à cause de ça. Alors que depuis qu'on a créé ce poste de vice-président, vous verrez que le chef de l'État ne se sent plus obligé d'aller assister à des réunions ou à des sommets à l'international. Voilà, donc le vice-président a donc un rôle très important dans le fonctionnement de l'appareil étatique. Le fait qu'il ne soit pas membre du gouvernement ne voudra pas dire
qui n'a pas de pouvoir. Et comme vous le constatez, il y a eu beaucoup de comptes rendus du déplacement de la vice-présidence à l'extérieur du pays. Et vous savez, chaque mois, moi je suis un peu l'actualité au niveau de la vice-présidence. Mais les bons offices, c'est pour le chef de la diplomatie. Donc, du coup... Non, le chef de la diplomatie a une responsabilité bien définie. Il s'occupe du fonctionnement, bien entendu, de la diplomatie. Il pourrait représenter également le chef de l'État. Le problème qui se pose aujourd'hui, lorsqu'on sait que bien souvent dans nos pays, nous calquons nos tests de loi sur ce qui se fait ailleurs, c'est que, prends par exemple la Constitution américaine, le vice-président, il est président du Sénat, par exemple. Donc, si on a voulu tricher, mais pourquoi on ne triche pas bien? Et pourquoi on élit quelqu'un, on le garde au chaud en attendant que malheur survienne pour... Et c'est pour cela que je disais tantôt qu'il n'est pas gardé au chaud, parce que vous ne pouvez pas me dire que vous ne voyez pas quand même les activités que mène l'actuelle vice-présidente, Mme Talata, qui est tout le temps en déplacement. Et elle ne se déplace pas pour aller se faire plaisir. Quand elle se déplace, c'est pour être dans des réunions de haut niveau. Mais si vous parlez des bons offices, vous parlez de chef de la diplomatie, mais pourquoi ne pas dire le ministre des Affaires étrangères? Vous voyez, c'est lui le patron de tout ce que vous citez là, en termes de diplomatie. Mais lui, il ne peut pas, à un certain niveau de responsabilité à l'international, aller représenter le chef d'État si le vice-président est... Mais est-ce que vous... Parce que vous savez que quand un ministre se déplace, il laisse son département ministériel, et puis il s'en va passer une semaine à l'international, ce que ça peut je comprends bien ce que vous dites, mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même un peu intriguant le fait que le deuxième plus haut responsable du Bénin, de l'État, n'ait pas de pouvoir politique? Ben, qui vous a dit qu'il n'a pas de pouvoir politique? Qu'est-ce que vous mettez dans le pouvoir politique? Dites-moi. La dame ne participe même pas au Conseil des ministres. Est-ce qu'elle participe au Conseil des ministres? Est-ce que vous pensez que c'est un minimum? Est-ce que vous savez qu'on peut ne pas participer au Conseil des ministres, mais apporter ses contributions de façon efficace au fonctionnement du gouvernement? Vous savez, le président et son vice se parlent. Et si le président est dans le Conseil des ministres, le vice-président a tout le pouvoir de faire passer ses prétentions, ses propositions par le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Aujourd'hui au Bénin, le président de la République s'est doté d'un collège de conseillers. Même le vice-président n'est pas dans ce conseil du président. Finalement, à tous les postes clés, à tous les postes politiques, tous les postes de pouvoir politique, on ne retrouve aucunement le vice-président. Est-ce que, encore une fois, ça n'en dit pas long sur l'absolue vacuité du... Je pense quand même que la Constitution a été très claire en créant le poste de vice-président, le rôle que celui-ci doit jouer. Et que vous venez de parler de ministres conseillers. Les ministres conseillers ne sont pas trop différents des ministres que nous connaissons. Mais moi, je vois plutôt du côté... sur le plan positif. Le vice-président soit peut-être le conseiller principal du chef de l'État. Mais même si ce n'est pas dit expressément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si le vice-président de la République pense qu'il y a une question sur laquelle le chef d'État doit se prononcer, mais s'il doit dire ce qu'il pense... Quand il n'y a pas de rôle dévolu politiquement inscrit dans la loi fondamentale du Bénin, vous êtes juriste. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de silence? Je ne comprends pas si vous dites qu'il n'y a pas de rôle dévolu inscrit dans la loi. Mais c'est écrit blanc sur noir dans la Constitution que le vice-président représentait un chef de l'État dans des réunions d'un certain niveau, mais c'est déjà assez. Vous ne voyez pas que la vice-présidente a quand même le pouvoir d'engager le pays en international sur beaucoup de plans. On dit la personne représente le chef de l'État. Et je viens de vous le dire. Depuis que ce poste existe, c'est vraiment rare que vous verrez le président de la République dans des réunions à l'international. Oui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc cela lui permet d'avoir une vision claire sur tout ce qui se fait, puisqu'il est tout le temps à présent. C'est quand il bouge du pays, c'est quand il est en congé. Et c'est ce poste du vice-président qui lui permet d'être en permanence au pays et pour s'occuper de la politique nationale. Et on dit, il est le grand chancelier de l'ordre national. Vous savez que
quand on prend la décoration, peut-être les gens ne savent pas de quoi il s'agit. La décoration, c'est degré par degré. Il y a des décorations qui étaient essentiellement dévolues au pouvoir du chef de l'État. Ce n'est que le président qui pouvait décerner cette décoration-là. Mais aujourd'hui, avec cette constitution, le chef d'État, il est trop occupé. Vous êtes d'accord avec moi? S'occuper encore de la décoration. Et donc, ça fait partie quand même. Pouvoir politique bien entendu, consiste à décerner des... C'est parce que vous avez une conception un peu plus, je vais dire, restrictive de ce qu'on appelle pouvoir politique. Vous n'avez pas besoin d'avoir inscrit des pouvoirs dans des tests pour qu'on appelle ça pouvoir politique. Le vice-président a trop de pouvoir, contrairement à ce que vous pensez. Trop de pouvoir. On vous dit la personne représente le chef de l'État. Ça veut dire que ce qui sort de sa bouche engage le pays. Ce qui sort de sa bouche engage le chef de l'État. Ici, là, vous voyez, pour le représenter. Et ceci, dans des réunions regardez toutes les séances que l'ONU organise. Regardez tous les sommets auxquels notre pays doit participer. Et c'est la vice-présidente qui représente le pays, la dernière, à l'investiture du président du Ghana nouvellement élu. Vous avez vu, c'est la vice-présidente qui a représenté le pays. Si c'était avant, c'est le chef d'État qui devrait aller s'asseoir là-bas, passer près de 3 heures, 4 heures du temps, alors qu'il pouvait déjà régler une dizaine de questions qu'il attendait déjà sur sa table de l'autre côté. Vous voyez, c'est la pertinence, toute la pertinence de cette réforme. On ne peut quand même pas dire. On doit passer en revue l'importance de ce poste. On peut faire un débat de 3 heures du temps, on a fini à part. Alors, monsieur Poncenon, quelle garantie les textes de loi de la Constitution nous offrent pour également éviter, si ça devait arriver, les conflits entre le président et le vice-président? Justement, et c'est pour cela que quand les gens disent que le vice-président n'est pas membre du gouvernement, ça les dérange. C'est justement pour éviter cette préoccupation que le constituant a séparé, bien entendu, le poste du vice-président et le poste du président. Regardez le cas des États-Unis. Est-ce que vous savez que le président et le vice-président ne doivent jamais prendre le même vol? Vous le savez? Oui. Voilà. Parce que le fait que si on mettait le vice-président membre du gouvernement, c'est tout comme si il y a le président de la République qui est là, mais c'est comme son vice qui est également dans le Conseil des ministres. Et donc, le Conseil des ministres ont devant eux deux patrons. Vous savez, et donc, toute la garantie, c'est du fait déjà qu'on a séparé, le constituant a pris le soin de séparer de pouvoir exécutif dans le sens strict, le vice-président, qui ne deviendra que le patron du pouvoir exécutif si le chef de l'État devenait invalide. Et donc, on a réduit en quelque sorte le vice-président, en quelque sorte, qui est en réalité dans l'image du chef de l'État. Quand le chef de l'État est présent, en réalité, on ne voit pas le vice-président. Et c'est pourquoi on ne peut pas dévoluer au vice-président de la République, dans la Constitution déjà des pouvoirs politiques, au risque que celui-ci peut tenter de l'exercer contre, bien entendu, l'avis du président de la République. Et là, c'est en ce moment-là qu'on peut assister à un conflit d'attribution ou à un conflit de... Donc c'est à ça que voilà. C'est ce que vous voulez... Justement, c'est même le fondement du fait qu'on exclut le vice-président du pouvoir exécutif proprement dit. C'est le fait qu'il ne participe pas au Conseil des ministres. Cela voudra dire que seul le chef de l'État répond, bien entendu, du Conseil des ministres. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la garantie que nous offre, bien entendu, la loi, pour qu'on assiste quand même pas à un conflit entre le président de la République et le vice-président. Ce podcast se poursuit et je rappelle que mon invité est Médard Poncenon, juriste. Nous parlons du ticket présidentiel, notamment du poste de vice-président. Alors, M. Poncenon, en cas de décès du vice-président remplaçant le président invalide ou décédé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour que ce dispositif de vice-président, finalement, ne soit pas source de blocage? Tout à fait, Madame Muyor. Dans cette question, on peut se retrouver dans deux cas. Okay. Le premier cas, c'est que le vice-président qui est devenu président après le décès du président élu
a déjà eu le temps de désigner dans les 48 heures, comme on indique la Constitution, un nouveau vice-président. Et si c'est dans ce cas, quand il décède, le nouveau vice-président qu'on vient de désigner le remplace également. Le second cas, c'est que quand il a pris fonction en tant que président de la République, après le décès du président élu, il n'a pas encore eu le temps de désigner un nouveau vice-président avant de décéder. Nous sommes dans une situation où le vice-président prend le pouvoir parce que le président est décédé, mais lui, à son tour, n'a pas encore désigné un nouveau vice-président, mais est décédé aussi. Donc, on constate la vacance du poste du président et on constate la vacance également ou l'inexistence d'un nouveau vice-président. Et si on se retrouve dans un cas comme ça, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir pour achever le reste du mandat du président de la République. Et l'Assemblée nationale élit un nouveau président en son sein. Autrement dit, le président de l'Assemblée nationale achève le mandat de ticket présidentiel qui était en cours avant le décès du président et du vice-président. Et le président de l'Assemblée nationale élit un nouveau président à son tour. Et donc, on peut dire que le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir et achève le mandat et l'Assemblée nationale de nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que, M. Boussénon, vous pensez en tant que juriste que le constituant béninois a oublié de mieux encadrer ce poste? Est-ce que vous avez fait un travail en aparté pour voir les failles du dispositif juridique encadrant le poste de vice-président? Merci Mme Boyo, il s'agit quand même de la loi fondamentale et ça ne peut pas aller une réflexion de quelques personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui ont été constitués, qui ont travaillé, qui ont fait des propositions aux députés. Vous savez, chaque député dans son ressort a quand même autour de lui un certain nombre de têtes qui réfléchissent bien et qui ont fait des propositions. Et vous devez constater que vous voyez cette disposition sur le vice-président par exemple. On est allé du décès du président de la République au décès du vice-président qui le remplace et au décès de celui-ci encore. Vous savez jusqu'où la réflexion est partie. Et donc, c'est un texte qui a prévu quand même tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Il n'y a aucun cas dans lequel le poste du président de la République pouvait rester vacant et qui pouvait nous amener à réorganiser une nouvelle élection. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait demain en venir à un vice-président avec un pouvoir politique beaucoup plus prononcé, donc par lecture des dispositions qui existent aujourd'hui? Je pense que vous avez posé une question il y a un moment sur le conflit d'attribution du président de la République et le vice-président de la République. Chercher à renforcer le pouvoir du vice-président de la République en affirmant un pouvoir politique à celui-ci dans le constituant serait source de conflits d'attribution ou conflit de pouvoir, comme vous l'avez souligné. Donc moi j'estime qu'à l'étape actuelle de nos tests, le vice-président, ses pouvoirs sont bien définis, bien délimités, et quand je regarde le rôle qu'il doit jouer dans l'appareil de l'État, c'est vrai, toute œuvre humaine est perfectible. Dans l'exécution, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des attributions officieuses. Ou par voracité. Voilà, que le vice-président exerce aujourd'hui, qui ne sont pas forcément inscrits dans les tests. Et puis, bon, on peut, au moment d'une révision constitutionnelle, insérer ça, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que vous êtes juriste, mais vous êtes également membre de partis politiques, et j'ai beaucoup envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que le ticket présidentiel tel que conçu par le constituant béninois réduirait ou améliorerait la qualité de notre démocratie? Merci Madame Moyo. Je pense que la vraie préoccupation même de ces réformes, c'est d'ailleurs ça. C'est pour assainir le paysage politique que la race politique a opté pour cette réforme-là. Alors, nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, ce ticket présidentiel ne nous gêne aucunement. D'abord, pour des raisons de cohésion. Vous savez, quand on dit président, vice-président,
Cela permet également au parti quand même de régler le nord au sud, et comme on le dit. C'est vrai que nous ne sommes pas en train de faire de la discrimination, mais cela permet quand même que si on choisit le président qui soit d'une région, que le vice-président soit d'une autre région. Et donc cela vient même régler un problème qui était l'équilibre régional que nous avons tout le temps recherché. Et voilà, c'est rare que vous verrez qu'un parti désigne un président d'une région et un vice-président de la même région. C'était ma prochaine question. Est-ce que cette photographie du ticket présidentiel, c'était pour induire une meilleure représentativité des minorités ethniques et régionales? Justement, comme vous le savez, la réforme sur le système partisan a pour objectif principal d'avoir des partis politiques qui sont représentatifs sur le plan national. Et vous voyez, et cette disposition de ticket présidentiel participe à cela. Cela voudra dire qu'un parti politique qui est en représentation nationale, vous voyez, n'aura pas de difficulté à trouver le candidat et son vice-président normalement. Quelles compétences, selon vous, ou qualités essentielles devra-t-on rechercher chez un candidat au poste de vice-président? Vous savez que nous sommes dans l'antichambre de 2026. Vous savez, si je regarde un peu l'actualité politique, je prends un peu la politique, façon dont le pays est géré depuis 2016 à ce jour, je pense que la première qualité que doit avoir le prochain président de la République doit être quelqu'un de très courageux. Très courageux, je parle de courage parce que, comme le disait l'actuel, les décisions qui sont prises ne sont pas forcément, c'est pas seulement des cœurs, mais il y a des objectifs qu'il faut atteindre. Le vice-président? Non, je prends le président comme vice-président. Okay, d'accord. Parce que quand il est le vice-président, il est là pour accompagner le président dans sa mission. Et donc, il faut d'abord le courage. Le courage. Et en plus de ça, il faut quand même que la personne soit issue du cercle, je vais dire, proche de l'actuel président. Parce que si nous parlons de la continuité, ce n'est pas que nous voulons dire après nous, c'est nous. Non, ce n'est pas ça. La continuité dont nous parlons, c'est plutôt l'évolution que nous observons. Nous ne voyons pas les personnes, nous ne voyons pas les personnalités, nous voyons plutôt les projets, nous voyons plutôt la révolution qui est en cours dans le pays. Et c'est en ce thème que nous parlons de la continuité. Eh bien, si le prochain président n'est pas du cercle proche de l'actuel, il ne peut quand même pas maîtriser. Vous savez, quand on parle de continuité, on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et il faut maîtriser l'ancienne corde pour pouvoir bien tisser la nouvelle. Et donc, si nous choisissons quelqu'un de très loin, il ne pourra pas se retrouver rapidement dans ce qui se fait pour que le Bénin s'est fixé au-delà de 2026 devienne une réalité comme ce que nous observons depuis 2016. Donc il n'y a pas de, vous ne pensez pas de qualité particulière au vice-président, parce que de toute façon... Non, pas de particulière. Moi, je vois, comme je vous le disais, je vois le vice-président comme le président de la République, puisqu'il est censé remplacer le président en cas d'invalidité. Et donc, la qualité que j'accorde au président de la République, c'est la même qualité que j'accorde au vice-président. Mais pourquoi le constituant béninois accorde au président le droit de démettre le vice-président? Justement, et ça, je voudrais d'abord, ce n'est pas seulement au Bénin que cela existe. Dans tous les pays où il y a le poste de vice-président, cette disposition existe. Et ceci pour permettre quand même, c'est toi-même, tu as posé tout à l'heure, comme notre vice-président, notre président, comme on observe dans les organisations, simple que nous avons, où le vice-président peut chercher tout ce temps pour le poste du président, et c'est des conflits, crient tous les problèmes possibles. Si le chef de l'État constate que le vice-président a des comportements de nature à mettre à mal le fonctionnement normal du pouvoir exécutif. Mais puisque le constituant a déjà tout évité, en fait. Justement, cela voudra dire que le motif valable pour lequel le président peut démettre un vice-président, c'est la violation de ces tests-là. S'il pose des actes, par exemple, qui vont au-delà de ce que les tests lui ont prévu comme pouvoir, eh bien, le chef de l'État peut le démettre. Donc, pour violation de la Constitution. Les dispositions, en fait, telles qu'elles sont prévues par le constituant béninois, ne donneront jamais lieu, on va le dire en ces termes, à aucun blocage institutionnel. Non, il n'y en aura pas. Tel que c'est libéré dans la Constitution, le poste de vice-président ne peut ne pas constituer un obstacle ou un blocage pour le fonctionnement normal du pouvoir exécutif.
Mesdames, concernant juriste, doctorant en droit, nous sommes au terme de ce podcast. Votre fin. Merci une fois encore, madame, pour m'avoir permis quand même de partager cette petite analyse avec nos concitoyens. Et sûrement qu'il y a des gens qui n'avaient pas connaissance de tout ce que nous disons aujourd'hui. Mais grâce à cette petite discussion, cela permettra quand même à tous ceux-ci d'avoir une idée claire sur ce que c'est que le vice-président. Tel que pensé par le constituant. Voilà, tel que pensé par le constituant béninois, bien entendu. Et les gens doivent comprendre quelle est l'importance de ce poste pour que les gens ne pensent plus que c'est un légitivore qui n'a pas de rôle, qui ne fait rien. C'est parce que le la vice-présidente ne communique pas assez, peut-être sur ses activités, que les gens ont comme l'impression qu'on ne la voit pas. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame.